Merci Emma, bonjour à tous. Déjà, merci à l'ETNA pour cette invitation. Je suis vraiment ravie de pouvoir venir vous parler de ce sujet qui est tellement passionnant et intéressant, le sujet de l'entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé d'appeler cette conférence « Entrepreneur, j'écris mon histoire ». J'espère que vous allez en être convaincus au fil de la conférence. Alors, en deux mots, moi je suis Séverine Logier, CEO de la société Admantic. Admantic, on a créé cette société il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et grosso modo, Admantic, c'est une société qui est spécialisée dans les infrastructures d'hébergement, l'infogérance en environnement Linux et la culture DevOps. Alors, je vais commencer par enfoncer une porte ouverte. Quelques définitions. L'entrepreneuriat, c'est quoi? Alors, Wikipédia nous dit que l'entrepreneuriat recouvre les activités qui concourent à la formation et la croissance d'une entreprise, dont la conséquence première est la création de valeur. Ok, c'est super. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, l'internaute, ils nous disent aussi que entreprendre, c'est la capacité de créer de la richesse en utilisant de la main-d'œuvre et du matériel réunis dans une structure, qu'elle soit une structure de type entreprise ou organisation à but non lucratif, par exemple. Première question qu'on va se poser, c'est pourquoi on entreprend? Pourquoi entreprendre? Est-ce que c'est parce que vous avez envie d'indépendance? Est-ce que c'est parce que vous avez envie de liberté? Est-ce que c'est un mode de vie? Pourquoi entreprendre? Ça peut être aussi parce que vous avez une passion et vous avez envie de la partager. Ça peut être aussi pour donner du sens. Alors, donner du sens à ce que vous faites, avoir une vraie motivation et aller au-delà de ce que vous avez fait jusqu'alors. Ça peut être aussi un défi. On entreprend parce qu'on a envie de se dépasser. Et puis, ça peut être aussi pour l'argent. Donc ça, c'est bien de se poser la question, pourquoi je veux entreprendre? Entrepreneur, c'est qui il est en fait cet entrepreneur? Entrepreneur, qui es-tu? Alors, entrepreneur, ça peut être un visionnaire. C'est quelqu'un qui a envie d'apporter des solutions. Par exemple, vous vous dites, moi j'aimerais bien que tout le monde puisse manger à sa faim. Bon, ok, là vous êtes visionnaire, j'ai envie d'aller jusque-là. Et vous avez envie d'apporter des nouvelles solutions pour y arriver. Ok. Ça peut être aussi parce que vous avez une conviction, un rêve, une passion. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on est passionné, on a envie de transmettre, on a envie de partager. Donc ça peut être, l'entrepreneur, c'est quelqu'un de passionné. Entreprendre, c'est un défi au quotidien. Donc c'est aussi quelqu'un qui est audacieux. C'est quelqu'un qui est courageux. C'est quelqu'un qui est persévérant. Parce que le défi au quotidien, finalement, votre quotidien, il est semé d'embûches. Vous allez voir qu'entreprendre, ça n'est pas un long fleuve tranquille. Et si vous ne persévérez pas, on s'arrête au premier obstacle. Finalement, on ne va pas au bout des choses. J'ai oublié de faire passer les slides, mais bon, ce n'est pas très grave en soi. Entreprendre, c'est aussi sortir de sa zone de confort. L'avenir, il est parfois incertain, même souvent incertain quand on entreprend. Donc la situation, elle est parfois instable, elle est inconnue. Donc faut pas avoir peur de ça. Il faut aussi savoir prendre les opportunités, savoir prendre les décisions au bon moment, ne pas tergiverser pour prendre une décision quand il faut savoir la prendre. Et l'entrepreneur, c'est aussi quelqu'un d'impliqué. C'est quelqu'un qui va pouvoir partager sa conviction, qui va pouvoir partager sa passion. J'ai un collègue l'autre jour qui me disait ce qui est super, c'est que quand on bosse ensemble, on a la même philosophie. On sait que rien n'est impossible, mais on ne sait juste pas comment on va y arriver. Donc l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va trouver des solutions. C'est quelqu'un qui va, effectivement, qui se fixe un objectif et qui trouve des solutions pour y arriver. Alors, je vais vous parler de la bonne idée, parce que finalement, on est aussi dans la partie innovation.
Alors la bonne idée, on peut avoir cette bonne idée, mais en fait la bonne idée c'est quoi? C'est quelque chose qui va servir à quelqu'un. C'est comment dire, quelque chose qu'on va pouvoir expliquer. Et l'idée aussi que vous avez, elle doit avoir un marché, elle doit avoir une cible. En gros, ça ne sert à rien d'avoir une idée si elle ne sert à personne. Je vais vous faire une anecdote. Moi, j'ai mon équipe technique, des fois, qui m'explique comment ils vont faire techniquement telle ou telle chose, comment ils vont réagir sur tel projet. Ok, moi, ça me va bien, tu m'expliques tout en long, en large et en travers. Mais j'ai besoin de savoir pourquoi tu fais ça. Quels sont les avantages, finalement, à utiliser cette méthode plutôt qu'une autre. Et en gros, votre idée, c'est ça aussi, c'est de dire, il faut pouvoir l'expliquer à votre marché. Il faut que vous ayez quelqu'un en face qui puisse écouter votre idée et y répondre si besoin. Sinon, en fait, votre idée, c'est une idée en l'air, ça ne servira à rien. Vous connaissez tous certainement la société Allo Resto, qui s'appelle Just Eat maintenant. Allo Resto, ils ont été créés fin des années 90. À cette époque-là, la DSL n'était pas vraiment développée. Alors, vous vous souvenez peut-être pas, mais on n'avait pas un accès à Internet aussi simple et facile qu'aujourd'hui. Et du coup, les habitudes de consommation n'étaient pas du tout les mêmes que celles qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on se met sur notre smartphone, on dit bon, ok, allez, j'ai envie de commander un truc, pouf, puis la commande, elle est ultra facile. À l'époque, c'était pas aussi simple. On n'avait pas d'accès à Internet. En tout cas, on n'avait pas la DSL. On passait par les lignes téléphoniques. En plus de ça, les commerçants n'étaient pas habitués non plus à ce nouveau mode de consommation. Eh bien, Allo Resto, à cette époque-là, ils ont failli mettre la clé sous la porte. Parce qu'ils ont eu la très bonne idée, mais ce n'était pas forcément le bon moment. Ils sont arrivés un petit peu tôt, finalement, par rapport à leur marché. Le marché n'était pas prêt. Le marché, on n'avait pas non plus la partie technologique qu'on a aujourd'hui, la facilité à se connecter. Donc, en gros, ils ont failli couler à cause de ça. Heureusement, il y a une boîte qui a cru en eux et ils ont pu faire une levée de fonds. Sinon, c'était fini. Et Just Eat, aujourd'hui, ne serait pas le même. Donc voilà, en gros, votre bonne idée, il faut qu'elle ait un marché, il faut que ce soit au bon moment, proposé au bon moment et au bon marché. Sinon, ça ne marche pas. Alors, comment on fait pour créer une société? Comment on entreprend? Là, je vais être un peu pragmatique. En gros, il faut savoir s'entourer, bien s'entourer, et il faut savoir s'organiser. Alors, s'entourer, ça veut dire quoi? Ça passe déjà par les proches. Entreprendre, finalement, on implique tout le monde. On implique tous nos proches. Vos proches, ça va être déjà votre famille proche, votre petite amie si vous en avez, des enfants également. Ça peut être les parents, les frères et sœurs, ça peut être les amis. Ils vont être impliqués moralement, parfois financièrement aussi, dans votre projet. Parce que finalement, votre projet, votre entreprise, elle va être au cœur de vos pensées. Et vos proches, ils vont en manger matin, midi et soir. Tant qu'ils seront avec vous, ils vont être avec votre projet. Donc en gros, ils sont pratiquement aussi impliqués que vous. Et c'est important que vous soyez soutenus par vos proches sur ce projet. J'avance pas, j'ai oublié. Savoir s'entourer, c'est aussi les associés. Alors, dans une entreprise, on peut créer tout seul, bien sûr, on peut entreprendre tout seul, mais on peut aussi entreprendre avec des associés. C'est un petit peu comme dans vos projets, en fait. Vos projets, le projet GPE, vous avez dû trouver une idée, et puis trouver aussi un groupe avec qui vous allez travailler. Les associés, c'est un peu le même principe. Le choix des associés, il est crucial. Le choix de votre groupe, il est, entre guillemets, crucial, parce que c'est ça aussi qui va déterminer la réussite ou non de votre projet. Donc, choisir un associé, c'est important parce que c'est un partenaire de vie, presque aussi important que la personne avec qui vous vivez. Il est impliqué comme vous,
dans l'entreprise, il est impliqué personnellement, financièrement. En plus, vos associés, c'est aussi eux qui vont vous permettre parfois de faire les bons choix. Vous pouvez faire des choix stratégiques avec eux, vous pouvez échanger avec eux, dialoguer, essayer de trouver des solutions en commun. On dit toujours que 2 cerveaux valent mieux qu'un, bah, c'est encore plus vrai dans ces cas-là. Dans une entreprise, c'est complètement vrai. Par contre, il est aussi important, et là vous allez faire, je l'espère, le rapprochement avec le groupe que vous avez constitué pour votre projet. Quand on a des associés, il est hyper important de définir des règles, de définir des rôles, de savoir ce que chacun a à faire, apprendre à travailler ensemble. Il faut savoir aussi déterminer quelles sont les qualités de chacun pour pouvoir les exploiter au mieux. Alors je dis ça paraît simple, hein, mais en vrai, c'est pas si simple. Je pense que vous l'avez expérimenté peut-être dans vos groupes. Mais pourquoi il est important de définir des règles, de savoir qui doit faire quoi ? Parce que ça évite les frictions. Ça évite aussi de faire le travail en double ou en triple. Parce qu'on n'a pas dit qui devait faire quoi. Tout le monde est parti sur le même sujet. Et alors là, productivité zéro, quoi. C'est un petit peu dommage. En plus de ça, les frictions, ça peut être... on part sur un même sujet, on travaille sur un même sujet, et puis en plus, on part dans des directions différentes. Alors ça peut être une direction technique qui est différente. Et là, c'est un peu dommage, de la même façon, parce que si on en avait parlé avant, si on avait défini le lead sur tel et tel sujet, on n'aurait pas eu ces frictions. Du coup, merci, c'est gentil. Du coup, c'est vrai que c'est vraiment important dans un groupe, quel qu'il soit, et encore, voilà, au niveau des associés, c'est hyper important de savoir où on va et avec qui on travaille. Nous, chez Admantic, on est 2 associés majoritaires et 2 associés gérants. Bon, c'est un choix qu'on a fait. Qui dit gérant, dit décisionnaire. Dit aussi qu'on est responsable à 2. On a fait ce choix parce qu'on est complémentaires. On a chacun des qualités que l'autre n'a pas forcément. Et on sait que ça peut être bénéfique pour la société de mettre à profit ces qualités-là dans des domaines spécifiques. Moi, j'ai mon CTO, il est extrêmement bon en technique, heureusement. Et en plus de ça, il s'est découvert aussi une faculté d'avant-vente qui est plutôt pas mal. Donc du coup, je l'ai mis aussi en avant-vente parce que finalement, il passe très très bien auprès des futurs clients que l'on a. Et ça, on a fait évoluer les rôles. Au fur et à mesure, on a appris à travailler ensemble. Alors, au début, je ne vais pas vous mentir, au début, pourtant, on avait défini les rôles. Et malgré tout, on a eu des frictions. Et alors, parfois, ça a été un peu compliqué à gérer, parce qu'on n'était pas d'accord. Et avec des caractères qui sont un petit peu bien trempés, c'est parfois difficile de se dire « Ok, bon là, ça y est, je vais me calmer, c'est pas mon rôle. Je vais lui expliquer pourquoi moi, je pense que ça, c'est bien. Lui, il va faire de même, et après, on va trancher. » Et au début, on a eu des coups de gueule. On s'est disputé pas mal. Mais on a réussi à communiquer, on a réussi à échanger. Et en fait, c'est ça qui nous a aussi permis d'apprendre à travailler ensemble. Alors j'espère que vous, dans les groupes, c'est un petit peu pareil, que vous arrivez à déterminer qui va faire quoi, déterminer les rôles, à vous organiser et puis à communiquer. C'est vraiment les fondamentaux pour réussir dans un groupe. Et de la même façon, du coup, on a les associés. Savoir s'entourer, c'est aussi avoir une équipe, avoir une bonne équipe, avoir une équipe sur laquelle on peut compter. Parce que l'équipe, finalement, elle est tout aussi importante que nos associés. Parce que notre équipe, c'est aussi elle qui fait avancer l'entreprise. Ce sont des ambassadeurs de la marque, du produit, et plus généralement de l'activité. L'équipe, c'est aussi des gens sur qui on peut compter, des gens en qui on a confiance. C'est aussi une possibilité pour pouvoir déléguer,
et pour pouvoir nous concentrer sur d'autres choses. Avoir une vision peut-être plus en hauteur. Et notre équipe, elle est là vraiment pour faire tourner la baraque, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment important. Moi, j'ai un collègue qui m'a dit un jour, mais tu sais, Séverine, là, ça va pas très fort. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoute, j'ai fait un mauvais recrutement. Ok, bon. Et alors, raconte-moi. J'ai ma trésorerie, ça va très mal. J'ai une très mauvaise trésorerie parce que ce recrutement, j'ai persisté en fait dans ce recrutement. C'était un commercial. Et en fait, on s'est planté. On s'est planté parce qu'il nous a coûté horriblement cher. Il avait bien négocié son truc, super, tant mieux pour lui. Et puis en plus de ça, il nous a rapporté aucune affaire. Et encore en plus, il a véhiculé la mauvaise image de la boîte. Voilà, je comprends en fait. Là, plus il m'expliquait ça, plus je comprenais à quel point il était embêté, et plus qu'embêté en fait, parce que ça a mis en péril sa boîte. Donc en gros, un mauvais choix peut aussi peut embarquer tout le monde. Donc le rôle aussi de l'entrepreneur, c'est de savoir bien choisir, savoir bien s'entourer. S'entourer, c'est aussi, du coup, ouais, j'ai pas avancé, excusez-moi. S'entourer, c'est aussi avoir des partenaires sur qui on peut compter. Alors, un entrepreneur, il ne s'agit pas d'être très bon dans ce qu'on fait uniquement. C'est bien hein, d'être très bon dans ce que vous savez faire. Mais un entrepreneur, en fait, il a de multiples casquettes. Il fait plein de choses. Parce que quand on entreprend, et encore plus en France, hein, il y a quand même une complexité qu'il faut savoir gérer. Il faut savoir faire de la comptabilité, il faut savoir faire du marketing, il faut savoir faire du commercial. Il faut savoir, il y a des notions juridiques qui sont parfois très importantes. Eh bien, on ne peut pas tout savoir. C'est dommage, on aimerait, mais ce n'est pas possible. Et en gros, si vous avez des mauvais partenaires, eh bien, vous pouvez aussi être en péril. Nous, quand on a commencé Admantic, on a aussitôt travaillé avec une avocate d'affaires. Pourquoi ? Déjà pour rédiger les statuts, pour créer la société, rédiger les statuts et dire, voilà, juridiquement parlant, voilà comment la société est constituée. Vous êtes deux gérants, certes, mais voilà comment on départage les rôles. Et en plus de ça, l'avocate, alors nous, on est dans un domaine technique, de l'informatique, on gère des infras de clients qui comptent sur nous pour leur business. Et si ils ont des indisponibilités, ils peuvent perdre beaucoup d'argent en très peu de temps. Juridiquement, il fallait qu'on arrive à gérer ça. Donc on a géré ça avec notre avocate. On a travaillé sur les contrats avec nos clients. On les a fait évoluer aussi au fur et à mesure du temps et des offres qu'on proposait. Toute seule, j'aurais jamais pu. Hein. C'est pas possible. Déjà, mes notions de droit sont quand même assez limitées. Mais en plus de ça, il y a quand même tout un tas de subtilités auxquelles on ne pense pas. On ne peut pas. C'est pas possible. Et alors, à la même époque, donc j'ai pris une avocate d'affaires et j'ai aussi pris un comptable. Super, c'est la bonne idée. Hein, quand on a une boîte, de toute façon, en général, il nous faut un comptable. Eh bien, je me suis plantée. J'ai choisi un mauvais comptable. Une erreur de casting, ça m'a valu quelques milliers d'euros d'IS. Alors, IS, c'est les impôts sur les sociétés. Quelques milliers d'euros en trop payés. Super, j'adore payer de l'impôt alors qu'il n'y en a pas besoin. Ça m'a valu un paquet d'erreurs sur mon bilan de fin d'année. Donc quand je me suis aperçue de quelques erreurs, parce que j'ai quelques notions, j'ai été voir un autre comptable et là, on a remis tout à flot. Mais on a repris, du coup, toute la comptabilité. Vous imaginez la perte de temps. Et on a vu un nombre d'erreurs. Enfin, c'est pas pensable, quoi. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. Alors, fort heureusement, ça m'a coûté de l'argent, un petit peu de temps, et que ça, j'ai envie de dire, parce que ça pourrait aller beaucoup plus loin. Fort heureusement, du coup, on a corrigé le tir, on a arrangé ça, et aujourd'hui, j'ai quelqu'un de confiance. Mais c'est... voilà, l'erreur de casting peut coûter cher. En gros, il faut aussi savoir s'entourer des bonnes personnes, des bons partenaires.
C'est vachement important. Donc entreprendre, c'est aussi un entrepreneur, c'est quelqu'un qui peut diffuser sa vision, qui peut embarquer du monde avec lui et du coup qui n'a pas de mal finalement à faire passer le message et à trouver du monde pour aller avec lui. Alors, un entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui doit apprendre à s'organiser. Il ne s'agit pas d'avoir une passion, ça ne suffit pas malheureusement, parce qu'entreprendre, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça demande tout un tas de compétences, des compétences techniques, du savoir-faire au niveau de l'activité, des compétences commerciales, des compétences marketing. Il faut pouvoir vendre son produit, son service. Il faut aussi pouvoir trouver les bons mots, le bon contenu. Il faut des compétences juridiques, comptables, des compétences sociales, relationnelles, RH, et tout. Mais aussi savoir faire le ménage du bureau, savoir détartrer la cafetière, parce que sinon on n'a pas de café pour le lendemain. Et ça, c'est aussi à nous de le faire quand on entreprend. Donc voilà, il faut savoir tout faire. On ne peut pas toujours embaucher quelqu'un pour faire ce boulot pour nous. Du coup, il faut pouvoir se pousser aux fesses pour pouvoir faire ses tâches, pour pouvoir aller bosser le matin et dire « je ne vais pas attendre que ça vienne à moi, j'y vais, je fais ». Alors là, je vous parle du ménage, mais c'est valable pour tout. Alors, au niveau du lancement de la boîte, vous devez peut-être savoir tout ça, mais rapidement. Comment on fait pour se lancer? Déjà, vous avez votre idée. Super. Est-ce que vous avez un marché pour cette idée? Donc, il y a une étude de marché à faire. Et alors, si vous pouvez, tester votre idée. Ça, c'est l'idéal. Tester sur un échantillon, tester sur une branche de votre marché. Voyez si ça prend. Voyez en combien de temps ça prend. Voyez aussi ce que ça vous rapporte. Sortez des stades de tout ça. Comme ça, ça va vous permettre de pouvoir piloter la suite. Ensuite, il y a les choix stratégiques. On vous en a certainement parlé, le business model et le business plan. Alors, le business model, c'est quoi? C'est comment vous allez gagner de l'argent, comment vous allez vivre de votre idée. Est-ce que vous allez faire payer, alors je sais pas moi, vous développez une app, est-ce que vous allez faire payer l'utilisateur? Est-ce que vous allez faire payer les partenaires? Est-ce que vous allez faire de la publicité? Que sais-je? Ça, c'est votre business model. C'est important. C'est aussi ce qui est garant finalement de votre longévité. Parce que j'imagine que vous n'avez pas tous quelques centaines de milliers d'euros derrière vous pour pouvoir vous lancer. Donc, le business model, il est indispensable. Et avec le business model, on a le business plan. Le business plan, vous connaissez aussi, j'imagine. Finalement, c'est l'histoire de votre idée. Là, vous êtes là pour raconter une histoire, pour dire, pour parler du business model, mais aussi pour dire avec qui je me lance, qui sont mes partenaires, mes associés, quel est mon marché, comment il a réagi. Si vous avez fait un test, dites-le dans votre business plan. Comment vous allez financer votre idée. Et puis, faites des prévisions, faites des projections à 1 an, à 3 ans, à 5 ans. Projections financières, mais pas seulement. Voilà, moi, dans 5 ans, je sais que j'aurai besoin de 50 personnes parce que sinon, on ne peut pas avoir la croissance que j'ai prévue. Ça, c'est important. Parce que si vous ne savez pas combien de personnes vous devez recruter, vous naviguez à vue, et puis vous vous retrouvez à 4 ans et demi à dire « Ah merde, on n'est que 10 ». Comment on fait ? Et puis là, les projets rentrent, vous avez la croissance qui est à fond et vous n'êtes pas assez nombreux. Et là, votre marché, il peut dégringoler et dire bah non, mais ils ne sont pas sérieux, là, ils n'arrivent pas à gérer, à nous gérer. Enfin, je ne sais pas si c'est un produit, ils n'arrivent pas à gérer la production. Donc voilà, ça c'est indispensable. Le business plan, finalement, il va... Alors bien sûr, vous n'allez pas coller à votre business plan en général. Le business plan, il raconte une histoire, mais il évolue aussi. Et heureusement, la capacité à savoir s'adapter, c'est indispensable quand on est entrepreneur. Donc votre business plan, finalement, c'est une référence. C'est aussi quelque chose qui va vous permettre d'aller voir des partenaires financiers, d'aller voir des associés, de montrer à votre équipe aussi, dire voilà, regardez où on veut aller.
Vous venez avec moi ou pas? Donc le business plan, il est important, mais il va évoluer aussi. Après, comment on se lance? Alors, je vais passer brièvement dessus, mais c'est important quand même. Choix de la structure. Est-ce que vous allez vous lancer en tant que micro-entrepreneur? Je pense qu'il y en a certains. Il y en a combien qui sont micro-entrepreneurs ici? Ou auto-entrepreneurs, je ne sais pas comment. Ouais, voilà, il y en a quelques-uns, c'est bien. Donc voilà, le choix de la structure. Auto-entrepreneur, SARL, EURL, SAS, SASU, EI, EURL. Oh là là, bon. Voilà, donc c'est bien aussi de savoir comment on va se lancer, comment on va créer cette structure, simplement parce que ça a une incidence. Ça va aussi déterminer comment vous allez piloter votre boîte, comment vous allez être rémunéré, quelles responsabilités vous avez. Tout ça, c'est hyper important en fait. Vous faites une bourde, est-ce que... il y a un client qui, lui, il est hyper costaud juridiquement parlant, il va vous écraser. Vous avez fait une connerie, ça arrive. Quelle est votre responsabilité? Jusqu'où vous allez aller en termes de responsabilité? Un choix de la structure, c'est aussi là pour ça. Les cotisations aussi, elles sont différentes hein, en fonction du choix de la structure. Si vous ouvrez un commerce, alors je pense que vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là, mais pour un commerce, le lieu d'installation, la zone de chalandise, elle est hyper importante aussi. Après, dans le domaine de l'informatique notamment, le lieu, on s'en fiche un peu. Hein. Moi, je suis ici, je pourrais être à l'île Maurice et puis bosser pour mes clients. Ah, ça fait envie des fois, quand même. Peut-être un jour. Comment on se lance? Il y a aussi la partie financement qui est important. Financement du démarrage de l'activité, mais aussi des premiers mois, parce que les premiers mois, on n'est pas certain non plus de pouvoir rentrer suffisamment d'argent pour pouvoir couvrir nos charges. C'est aussi le financement si vous avez un développement à faire, si vous avez une ligne de produits à lancer. Parce qu'une ligne de production, mine de rien, ça coûte un petit peu d'argent. Alors, est-ce que vous allez pouvoir financer en interne, en fonds propres? On appelle ça des fonds propres. Est-ce que vous avez un peu de cash, vous, d'avance? Est-ce que c'est vos associés qui vont avoir ce cash? Ça peut être intéressant aussi hein, d'avoir des associés qui ont de l'argent. Est-ce que ce sont des financements externes? Alors là, ça vous parle peut-être un peu aussi. Hein. Bon, il y a les prêts bancaires, bien sûr, mais il y a aussi les aides, les subventions. Il y a les levées de fonds, on en parle beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de structures qui cèdent de ces levées de fonds. Il y a les campagnes de crowdfunding, etc., etc. Donc voilà, au niveau des financements, c'est bien de savoir où on va aussi. Pour piloter votre démarrage, piloter vos premiers mois d'activité et pouvoir faire votre plan de trésorerie, votre business model un peu plus sereinement. Après, il faut aussi produire et vendre. Ouais, c'est indispensable hein, quand même, au bout d'un moment. Alors, la question, est-ce que vous êtes prêt à vous lancer? Ça, c'est intéressant de savoir. En gros, est-ce que vous êtes prêt à tester votre idée déjà? Parce que c'est finalement, quand on fait un test comme ça, on peut avoir des surprises en bien ou en moins bien. Des fois, on se prend des claques aussi. C'est aussi un moyen de voir nos erreurs. Donc, c'est plutôt intéressant. Est-ce que vous êtes prêt à faire quelques sacrifices? Alors, on parlait de fonds propres à l'instant. Est-ce que vous êtes prêt à miser finalement tout votre argent, toutes vos économies ou l'argent que vous a donné votre grand-mère ou que sais-je? Est-ce que vous êtes prêt à tout miser sur votre entreprise ou votre projet? Ça, c'est intéressant de savoir. Est-ce que vous êtes prêt aussi à sacrifier une part de votre entourage, une partie de votre vie? Dans le sens où, encore une fois, quand on entreprend, quand on a un projet comme, qui nous tient à cœur, eh bien, on embarque tout le monde. Et des fois, ça tape sur les nerfs, hein, sincèrement. Il y a des moments où tu te dis, mais arrête, là, ça y est, il est 23h, la journée, elle est finie. Il faut qu'on profite aussi.
Ouais, mais non, ça prend tellement aux tripes finalement qu'on n'y arrive pas. Il y a des moments, cette nuit je me suis réveillée, je dis « Ah, tiens, je vais leur parler de ça ». Mais non, mais arrête, Séverine, il faut dormir, là, c'est mieux. C'est vachement mieux. Mais non. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts aussi à ne pas sauter des étapes? Des fois, on veut aller trop vite. Parfois, on veut faire un sprint. Et en fait, entreprendre, c'est un marathon. Ça veut dire aussi prendre soin de soi. Parce qu'un marathon, si on ne prend pas soin de notre corps et de nous-mêmes, on reste sur le carreau. Et finalement, entreprendre, c'est ça aussi. C'est pouvoir aller étape par étape, savoir prendre son temps quand c'est nécessaire. À moins que vous ayez envie de revendre très vite, alors là, faites une croissance fulgurante, revendez, et puis allez aux Seychelles ou que sais-je, profitez de la plage. Mais voilà, très concrètement, une boîte en général, le dirigeant dit toujours, c'est un marathon, il faut vraiment essayer de faire attention à soi. Donc ça veut dire aussi, et là je vais vous en parler en connaissance de cause, avoir un peu moins de vie personnelle. Ouais, parce que moi j'ai mis beaucoup de ma vie personnelle dans cette boîte. Donc des amis, alors moi en plus je suis pas du tout du coin, donc les amis ils sont à droite, à gauche, assez loin, et je bouge plus de la région parisienne. Parce que je bosse, parce que j'ai cette entreprise qui me plaît, qui me passionne. Mais du coup, les potes à Montpellier, je les vois très peu souvent. Mais c'est pas grave, on sait que c'est un investissement. Demain, on se reverra. Mais voilà, ça fait partie quand même des sacrifices qu'il faut imaginer. Je ne veux pas vous faire peur, mais... En 3 ans de temps, alors la première année, j'ai pas pris de congé, j'ai pas pris de vacances. La deuxième année, j'ai réussi à prendre 5 jours de vacances. Ah, ça m'a fait du bien. Et l'année dernière, j'ai pris 2 semaines. C'est super, franchement, on apprécie. Mais c'est pas grave non plus. Les 2 semaines, on les apprécie parce que la famille est contente. Mon mari et mon fils, ils sont super contents quand on peut passer un peu de temps ensemble. Mais à côté de ça, ils savent aussi que moi, j'ai pas de problème à me lever le matin et à aller bosser. En fait, je vais pas bosser, je vais m'amuser, je vais m'éclater. Parce que je travaille sur quelque chose qui me passionne. Parce que j'adore aussi pouvoir échanger avec mes clients sur ces sujets-là. Alors, comme tout le monde, il y a des jours où c'est plus dur de se lever le matin. Mais c'est pas non plus une catastrophe. La passion, c'est aussi ce qui nous permet d'avancer et de ne pas avoir l'impression que les choses sont dures. Donc les embûches, les difficultés, en fait, on les sent presque pas. Et ça, c'est assez formidable, cette sensation. Moi, en tant que salarié, j'ai jamais connu ça. Quand j'ai eu mon fils, je me suis dit « Oh là là, super, je vais élever mon fils, je vais retourner en tant que salarié dans un bureau et je vais avoir des horaires fixes. » Bon, je l'ai fait. Et j'ai fait ça pendant, je crois, 2 ans. Mais je me suis fait chier, excusez-moi. Franchement, non, c'était pas mon truc, c'était pas pour moi. J'avais pas cet état d'esprit, j'arrivais pas à m'éclater. J'allais le matin au boulot, mais un peu la mort dans l'âme, quoi. Je me disais, oh là là, encore une journée de travail, c'est quand le week-end? J'avais pas cette flamme, j'avais pas cette passion, donc c'est assez terrible de bosser comme ça. Et par contre, quand j'ai rouvert à Admantic, ça a été dur au début. Je vous dis, première année sans congé, les week-ends étaient un peu chargés. Heureusement, c'est génial, on avait du boulot. On y allait, donc le week-end, on bossait aussi. Mais c'est dur physiquement, mais c'est pas grave, on le sent pas non plus. Donc ça, c'est assez génial. Alors, je vous parlais des sacrifices. Sacrifice, ça a été aussi, quand j'ai ouvert Admantic, on l'a ouvert sur fonds propres. Donc, on a acheté le matériel avec les fonds propres. On a revu les salaires ultra à la baisse parce qu'on a voulu laisser le temps à la boîte de monter. Et on a voulu lui laisser de la trésorerie pour démarrer.
Donc voilà, les démarrages ont été quand même super compliqués. On s'est serré la ceinture, vraiment. Mais on savait que c'était juste un investissement, qu'on allait le récupérer à un moment ou à un autre. Parce qu'aujourd'hui, les parts de la société, voilà, si on la revend, on pourrait vivre un peu confortablement. Donc ça fait plaisir aussi de se dire, on a bossé, et en 3 ans, enfin un peu plus de 3 ans de temps, on a créé de la richesse. On a créé quelque chose qui vaut le coup. Et en plus de ça, je vais un petit peu plus loin, c'est que au-delà de l'argent, aujourd'hui, j'ai des clients. Alors les clients aujourd'hui, pratiquement tous, je les tutoie. Ouais, salut, ça va? Et ton fils, au fait, il est revenu du Vietnam, machin. Super. Bon, c'est pas des potes, hein, mais ce sont des clients, mais on a une relation qui est extraordinaire. Et c'est ça aussi qui fait que je me lève le matin avec plaisir. C'est de me dire, auparavant, les boîtes dans lesquelles je suis passée, on n'avait pas cette relation-là. Et nous, on a voulu créer Admantic aussi pour ça, pour se dire, on veut une relation, on veut travailler autrement. On veut avoir une relation de confiance avec nos clients. Ce n'est pas seulement des clients, finalement, ce sont des partenaires. On est partenaires. Et c'est en pleine confiance qu'ils nous confient les millions qu'ils gagnent tous les mois. Ah, c'est super, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est ça aussi qui fait que les sacrifices finalement qu'on fait encore hein, d'ailleurs, ces sacrifices, on passe à côté parce que cette passion et cette fierté, en fait, moi, je suis un peu fière quand même de ce qu'on a fait. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Aujourd'hui, le parcours d'entrepreneur, il est quand même il est un peu plus simple qu'il y a quelques années. Il y a pas mal de facilités, j'ai envie de dire. Vous avez beaucoup d'informations disponibles. Il y a aussi, alors c'est sur Internet, mais il y a aussi les maisons de l'entreprise qui vous donnent des infos. Il y a vos écoles hein, qui vous transmettent aussi énormément d'informations. On a des incubateurs, c'est quand même quelque chose qui est assez récent. On a des financeurs, on a des mentorings, enfin voilà, c'est quand même assez... c'est plus simple aujourd'hui de créer qu'il y a quelques années. Ce qu'il faut se souvenir quand même en tant qu'entrepreneur, c'est que parfois on est un peu solitaire. Donc il ne faut pas hésiter à se tourner vers les autres, à avoir des partenaires. Et en plus de ça, en tant qu'entrepreneur, il n'y a pas d'échec. On acquiert de l'expérience. Alors, petite anecdote, hein, moi, la première boîte que j'ai voulu monter, j'avais 19 ans. Et j'ai été voir les banquiers, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'eux qui prêtaient de l'argent. Et j'ai un banquier qui m'a dit, non, mais vous savez, mademoiselle, si j'étais vos parents, eh ben, je vous renverrais tout de suite à l'école et vous n'auriez jamais le droit de créer une entreprise. Là, moi, j'ai envie de lui dire, écoutez, là, vous vous êtes planté, monsieur. Ok, vous, c'est votre conviction. Malgré tout, il ne m'a pas laissé la possibilité de créer à 19 ans. Mais c'est pas grave, je vais y arriver. Et j'ai voulu aussi, ça m'est resté, hein. J'ai voulu aller toujours plus loin, aussi pour lui dire, mais non, mais t'as eu tort, en fait. C'était une bêtise. J'ai créé aussi une autre boîte, il y a un peu plus de 10 ans. Et quand j'ai dû fermer cette boîte, c'était un peu un échec. Alors, c'était purement personnel. Hein. J'ai eu mon fils et j'ai voulu me consacrer à mon fils. Il fallait faire un choix entre mon fils et la boîte. J'ai fait un choix. Mais je l'ai mal vécu. Et en fait, avec le recul, je me dis non, c'est juste une expérience de plus à prendre. Tout ce que j'ai pu apprendre quand j'ai créé cette boîte, ça me sert encore aujourd'hui. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'entreprendre, c'est pas si simple. C'est pas, voilà, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte, mais il faut oser. Regardez, moi, je suis une petite bonne femme, 1m50 et quelques. Je suis dans l'informatique, et malgré tout, je suis contente de ce qu'on a fait, quoi. Je suis plutôt contente de ce qui se passe. Donc, voilà. Le mot, en fait, c'est de dire, il faut oser. Entrepreneur, vous écrivez votre histoire. C'est vous qui la faites. C'est parce que vous avez envie. C'est parce que vous persévérez. Et c'est ça aussi qui fait que vous allez y arriver. Et peut-être pas aujourd'hui. Hein. Moi, à 19 ans, j'étais un peu malheureuse. Hein.
Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, eh ben, je pense que j'ai réussi. Voilà. Merci. Oui. Merci Séverine du coup, pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous du coup? La digestion a été dure, hein, je suis désolée. En plus, je suis bavarde. Non, mais est-ce que ceux... Oui, il y a une question par ici. Merci. Bonjour, merci. Moi, je voulais vous poser une question sur la partie s'entourer, et notamment sur toute la partie famille et compagnons, tout ça. Moi, je vois un petit peu ça comme un... Parce qu'à la toute base, quand on entreprend, ça reste notre projet. Et l'imposer à ses proches, c'est un poids qu'on leur rajoute alors qu'ils peuvent avoir leurs problèmes, leur vie, tout ça. Typiquement, voilà, si on parle de parents et d'aide financière, c'est un poids qu'on leur rajoute. Et est-ce que c'est... parce que vous en parliez comme un must-have. Mais est-ce que c'est vraiment un must-have ? Et est-ce qu'on doit forcément, entre guillemets, s'appuyer fortement sur ses proches ? Alors, je dirais pas s'appuyer. Pour moi, ça me semble important, très important. Finalement, c'est de les embarquer, c'est de leur faire comprendre pourquoi vous faites ça. C'est pas forcément les embarquer financièrement, leur dire ah, écoute, j'ai besoin d'un peu d'argent. C'est pas forcément ça. Simplement, vous les embarquez nécessairement avec vous, dans le sens où vous avez un compagnon, une compagne de vie, il va être impliqué financièrement, puisque si vous ne gagnez pas d'argent, nécessairement, il va le ressentir. Donc c'est en ça finalement que s'il comprend votre motivation, s'il comprend votre idée, si vous arrivez à pas à le passionner autant que vous, hein, parce que c'est toujours compliqué, ça reste effectivement son propre bébé, son projet, malgré tout, si vous arrivez à l'embarquer avec vous, eh bien, les difficultés que vous pourriez rencontrer vont être comprises et acceptées, beaucoup plus que s'il n'y a pas ce suivi par vos proches. Maintenant, moi, encore une fois, effectivement, il faut aussi pondérer mes propos en disant c'est important. Maintenant, on peut aussi créer sans. Mais j'ai toujours une anecdote en tête. Un jeune garçon qui était très bon dans ce qu'il faisait. Et il avait la possibilité de reprendre une entreprise dans son domaine. Et il y avait une transmission. Donc le patron partait à la retraite. Il y avait une transmission possible à un prix super intéressant. Enfin voilà, il y avait une vraie entente entre eux. Hein. Et puis l'épouse de ce jeune homme lui a dit « Ah non, moi, que tu travailles jusqu'à 8h30 ou 9h le soir, c'est pas possible. Hein. Comment on va faire pour vivre ensemble et nos enfants et tout ?» Eh bien, il n'a pas pu faire. Et ça a été compliqué pour lui. Ça a été super compliqué de devoir renoncer à presque un rêve parce que ses proches ne partaient pas avec lui dans ce rêve. Donc c'est juste en ça, finalement, que de dire « Oui, c'est hyper... » Enfin, moi, je trouve ça très important. Maintenant, on peut aussi y arriver sans l'aval de nos proches. D'accord, merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que ceux qui sont auto-entrepreneurs ou micro-entrepreneurs, du coup, se retrouvent un peu dans ce que Séverine nous a dit ? On les a perdus, les auto-entrepreneurs. Ils travaillent la nuit, donc oui, là, ils se reposent. Non, mais pour revenir, il y a une autre question, du coup. Bonjour. Donc du coup, j'ai un ami qui a du coup lâché son travail actuellement pour devenir auto-entrepreneur. Et donc du coup, il sait pas du tout ce qu'il doit faire. En fait, il a vraiment tout abandonné. Et en fait, je voudrais avoir des conseils parce que actuellement, en fait, j'ai filmé une partie pour lui montrer, mais je voudrais en fait des conseils de votre part pour qu'il puisse avancer, parce que là, il est vraiment perdu et il sait vraiment pas quoi faire. Alors, c'était peut-être un peu prématuré de tout quitter sans savoir où on va. J'ai envie de dire, là déjà, il va falloir qu'il se pose
et qui sache, qui pose son idée, son envie, presque le coucher sur papier. Et à partir de là, il va pouvoir construire l'histoire de sa boîte. Il a envie aussi, enfin, de ce que je comprends, il avait envie de se lancer. C'est ça, oui. Et après, en fait, il a pris une décision comme ça, il a quitté son travail et voilà quoi. Enfin, ok. Donc c'est vrai que se lancer comme ça, c'est audacieux pour le coup. C'est audacieux. Là, il va falloir qu'il prenne le temps de la réflexion, ça va être indispensable pour lui. Sinon, il va partir dans tous les sens et c'est peut-être pas la meilleure façon de procéder. Il y a alors, je disais tout à l'heure, hein, il y a beaucoup de structures qui aident dans ces moments-là. Ne pas hésiter à aller voir les maisons de l'entreprise dans les mairies, etc. Ça permet des fois d'avoir un accompagnement de quelques heures pour pouvoir poser les choses, savoir comment on va vivre de ce qu'on veut faire. Parce qu'aujourd'hui, il s'est lancé, mais du coup, il ne sait pas comment il va gagner de l'argent. C'est ça. C'est le nerf de la guerre. Il a juste l'idée, mais en fait, il ne sait pas comment se lancer. Eh bien là, il va falloir qu'il partage cette idée. En gros, il va la diffuser autour de lui, voir, ça va être son premier test. Est-ce que son idée, elle a vraiment un marché? Est-ce que ça peut lui permettre de gagner de l'argent? Qu'il aille voir les maisons de l'entreprise, qu'il aille voir les incubateurs éventuellement, je ne sais pas. Mais c'est des gens qui vont lui dire oui ou non. Et puis alors, ils sont assez directs en général. Ils vous disent non, mais là, te lance pas, c'est pas la peine. Donc je pense qu'il faut déjà qu'il commence par ça. Qu'il maîtrise son idée, qu'il arrive à se dire voilà, moi j'ai une vraie possibilité. Mais est-ce que j'ai un marché? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est au bon endroit? Ça, il faut qu'il teste son idée autour de lui, première chose. Et après, il va pouvoir réfléchir à comment mon idée peut me rapporter de l'argent. Ce sera la deuxième étape. Très bien. Je vous remercie en tout cas. Merci. Merci. Donc, je voulais moi revenir parce que donc, vous êtes pour les Master 1, donc vous êtes sur la phase d'idéation. Donc là, ce matin, hier, vous avez proposé vos idées de projet. Donc vous allez devoir fédérer un groupe. Donc voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, l'importance du coup de former le bon groupe en fait. Avoir un groupe sur lequel on peut compter, c'est indispensable. Donc effectivement, votre idée, il va falloir pouvoir la partager et trouver les bonnes personnes pour bosser sur cette idée. Et une fois que vous avez les personnes avec vous, il va falloir vous organiser, définir les rôles. Toi, tu as la qualité, alors mon CTO, il a une qualité, une compétence technique, et puis on a découvert qu'il avait une compétence d'avant-vente. Je lui ai dit, écoute, c'est simple, hein, vas-y. Moi, j'ai pas de commerciaux, mais j'ai un CTO qui parle bien. Et ça va être super important pour vous de dire, toi, écoute, tu as des notions je sais pas moi, tu as des notions en comptabilité ou en trésorerie, en gestion de manière générale. Eh bien, écoute, tu vas prendre toute la partie business model et nous, on est juste là pour t'aider, pour brainstormer, etc. Vous allez, en fait, voir les qualités de chacun et ensuite utiliser ces qualités. C'est dommage de les laisser dormir, ces qualités. Donc voilà, une fois le groupe constitué, posez-vous et regardez qui va pouvoir faire quoi. Ça va être indispensable. Et puis ensuite, il faut manager le groupe. Donc voilà, c'est parce qu'on le rencontre aussi. Vous allez voir peut-être ceux qui sont en Master 2 déjà, vous avez rencontré ces problèmes-là de gestion d'équipe. Donc la communication au sein du groupe, justement. Donc savoir bien identifier les compétences de chacun pour pouvoir savoir à qui s'adresser et pouvoir vraiment savoir discuter aussi au sein du groupe, je pense. Oui, alors la communication est indispensable. Nous, ce qu'on aime par-dessus tout, c'est aussi comprendre pourquoi on fait ça. Pourquoi on demande telle ou telle chose. Pourquoi? Moi, je vous donne un exemple. Je demande à mon équipe, à toute mon équipe, quelle qu'elle soit, qu'on soit technique, qu'on soit en administratif ou autre, je leur demande de time-tracker leur temps sur telle tâche, telle tâche. C'est pas pour les fliquer, je m'en fous. Je sais que le boulot il est fait. Par contre, j'ai besoin de savoir la rentabilité de tel ou tel projet. Combien ça m'a coûté de créer cette nouvelle plaquette? Combien ça m'a coûté? Et ça, c'est hyper important.
Donc, en gros, ce qui est important, c'est de pouvoir communiquer et de dire pourquoi on fait les choses comme ci et comme ça. Pourquoi on va vers telle ou telle direction. Et ça, la communication, effectivement, dans un groupe, alors, il peut y avoir un leader ou pas. Il peut y avoir plusieurs leaders aussi, suivant le sujet sur lequel on va travailler. Ça peut être ça, hein. Le leader technique, le leader dev va prendre la main dès qu'on parle du dev, etc., etc. Ça peut être organisé comme ça marche bien aussi. Hein. Effectivement. Donc, du coup, pour nos jeunes donc, étudiants, quels conseils vraiment on pourrait leur donner dans la gestion de ces projets parmi d'autres projets en fait. Alors déjà, vous avez la chance finalement de pouvoir tester avant l'heure. Donc, allez-y à fond, j'ai envie de dire. Déjà, il faut vous donner à fond dans ce projet. Alors, c'est facile à dire, hein, comme ça, de l'extérieur. Moi, je vais repartir et puis je repars à mon job. Mais donnez-vous à fond. Pourquoi ? Parce que c'est une expérience qui est presque inédite. Vous aurez peut-être plus jamais l'occasion de refaire ça. Donc, allez-y. Constituez un groupe. Faites-le comme si, finalement, c'était une entreprise. Que votre gagne-pain, c'était ça. Allez-y complètement. Et ça, je pense que c'est super intéressant. Vous avez la possibilité de le faire, faites-le. On n'a pas la chance tout le temps de pouvoir tester nos idées, nos projets. Donc là, allez-y complètement, quoi. Oui, c'est ça. Donc, lancez-vous, osez, du coup, et osez parler de vos projets. Voilà. Complètement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup, parmi vous ou pas ? Non ? Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis voilà. Merci.